la suite, on va arriver toujours pour parler plus ou moins du pédigré des intervenants. Il y a un général d'armée. Je me suis dit, tiens, vous avez dit tout à l'heure, et quand on lit les objectifs, il y a quand même un point important pour savoir quelle peut être la place des armées, notamment en Afrique, peut-être au Congo, vous nous direz, dans le cadre de cette alternance attendue ou encore dans le respect de l'ordre constitutionnel. En faisant appel à ce général, pardon que j'ai oublié le nom, quel était l'intérêt pour vous en fait? Bah, écoutez, le général de brigade Ganesha a une expertise sur l'organisation des armées. Il a commandé, il a dirigé la force effort au Tchad et en Centrafrique. Il a toute une expertise sur l'organisation des armées, sur la discipline des armées. Et je pense que son expertise va nous servir sur le sentiment républicain de l'armée, c'est-à-dire que l'armée, sa place, en tout cas dans une république. Je crois qu'on est tous d'accord que le Congo est une république, bon, même si au fond on peut avoir tout un débat là-dessus. Vous en doutez, Voilà, en mais fait. au moins officiellement on peut dire que le Congo est une république. Oui. Par conséquent, l'armée doit être républicaine, et l'armée républicaine, ça veut dire quoi? C'est une armée qui défend les institutions, en dehors du fait de défendre l'intégrité territoriale qui est bien spécifiée dans les textes fondamentaux. L'armée défend les institutions. L'armée n'est pas là pour défendre un homme ou un parti politique. Et donc aujourd'hui, Voilà. vous soupçonnez l'armée congolaise de défendre plus le pouvoir actuel que de défendre la nation ou les institutions? Non, nous ne soupçonnons pas l'armée congolaise de défendre un homme ou un parti. Nous disons à l'armée que sa place, c'est de défendre les institutions. De ne pas oublier que sa place, c'est de défendre les institutions. Sa place n'est pas dans la défense d'un homme ou d'un parti politique. Voilà, donc nous voulons que l'armée joue son rôle. L'armée n'a pas à prendre parti. L'armée doit être du côté des institutions. L'armée n'a pas à prendre parti entre le parti au pouvoir ou les opposants. L'armée est là pour veiller à la régularité des institutions. D'ailleurs, je dirais que l'article 56 de la Constitution du 20 janvier 2002 dit que le chef d'État veille au respect de la Constitution. C'est écrit. Donc le chef d'État en tant que chef d'armée, pourquoi il est chef d'armée? Bah, il veille au respect de la Constitution, ce qui est normal, parce que l'armée, précisément, c'est aussi ça, c'est pour veiller au respect de la Constitution. Si le chef d'État devient parjure et qu'il ne veille plus au respect de la Constitution, l'armée se désolidarise du chef d'État, dans un pays qui fonctionne normalement. Oui, est-ce que donc, dans un pays qui fonctionne normalement, cela suppose qu'aujourd'hui, au Congo, l'armée ne pourrait pas, ou vous pensez que l'armée, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, avec un nombre pléthorique d'officiers, et souvent tribalisée, l'armée congolaise ne pourrait pas, en fait, pour vous, Président Mba, accompagner cette alternance ou encore sauvegarder les institutions? Écoutez, moi je crois beaucoup en l'homme. Je crois beaucoup en l'homme. Je pense qu'il ne faut pas désespérer des hommes, aussi longtemps qu'ils ne sont pas morts. Je pense que même si il y a un nombre important des généraux qui seraient originaires d'une partie du pays, je pense quand même que c'est des êtres de sang et de chair aussi, qui ont des enfants, et ces enfants ont vocation à vivre au Congo et avoir des enfants qui vont vivre au Congo. Donc c'est dans leur intérêt que le pays soit pacifié, que les règles s'imposent à tous, parce que la démocratie c'est bien pour tout le monde. Pourquoi? La démocratie c'est bien parce que quand on a commis quelques infractions, on est sûr d'être jugé dans les règles, et de purger peut-être que, je sais pas, 2 ou 3 ans, ou peut-être 1 an. Une fois qu'on a purgé sa peine, on peut vivre comme tout le monde. Et c'est ça l'avantage de la démocratie, et c'est ce que nous voulons. Parce que si on applique la démocratie, ma foi, chacun, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais s'il n'y a pas la démocratie, il reste quoi? Bah, il reste la vendetta, il reste la vengeance, il reste l'anarchie. Et nous ne voulons pas de ça. C'est pour ça que nous croyons que l'armée a beau être d'apparence avec beaucoup d'officiers qui viennent peut-être d'un certain endroit, mais je pense que ce sont des êtres humains et qui ont une raison, qui réfléchissent et qui vont comprendre que nous arrivons à un tournant où on peut commencer à écrire une nouvelle page pour le Congo. Est-ce que vous faites confiance en la force publique congolaise, que ce soit l'armée ou la police? Écoutez, la confiance est un mot qui est très fort. Moi, je dirais que j'espère. J'espère aux femmes et aux hommes qui composent l'armée pour que, au moment venu, qu'ils soient du côté des institutions. J'espère. J'espère. Moi, Et cet espoir est-il grand, un peu minime, moyen? écoutez, j'espère, voilà. Voilà, vous espérez. Alors, on va toujours rapidement. Je pense que les gens qui nous comprennent aujourd'hui, c'est très important cette conférence. Je pense que c'est une première, c'est une conférence internationale, une première qui est organisée ici par ce qu'on appelle un think tank, en fait, un cercle de réflexion.
comment les choses vont se passer dans l'organisation. Voilà, les gens qui nous ont dit, mais tiens, la conférence est intéressante, on voit les intervenants, on a bien compris les enjeux. Comment se passe l'organisation pour les gens qui veulent y participer et qui veulent être là ce jour-là? Écoutez, pour participer, c'est simple. Bon, déjà pour le programme, bon, pour des raisons un peu de prudence et de stratégie, on va mettre ça en ligne. Il me semble peut-être dans 5 jours, le programme sera en ligne. Mais pour ceux qui veulent participer, c'est simple. Donc, il suffit d'aller sur le site dédié à la conférence. Le lien va certainement s'afficher. Tout à fait. C'est www.constitutionafricaine au pluriel, donc .com. Et aller à la rubrique participer à la conférence, s'inscrire, remplir les cases qui sont C'est très simple. Hein, voilà, c'est vraiment très simple. Et je dirais qu'il faut... Les places sont limitées aussi. Hein. Les places sont limitées, donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire maintenant. Il faut venir parce que c'est important d'être où ça se passe. Voilà, c'est important pour espérer apporter sa pierre à l'édifice. Et puis parce que la conférence, c'est un moment, je dirais, c'est un moment, c'est un commencement. Voilà, c'est un commencement de quelque chose qui va aller crescendo et toujours plus fort. Donc ceux qui vont venir pourront participer et espérer faire partie de ceux qui vont donc passer à la seconde étape. Parce que on va, dans la mesure du possible, aller crescendo jusqu'à... Voilà, donc, il faut le préciser aussi que c'est une conférence qui est ouverte à tous, quelles que soient ses opinions. Tout à fait. On peut venir là, participer. Tout à fait. L'essentiel, c'est de pouvoir s'inscrire. Mm. Revenons, Brice Damba, à l'actualité ici au sein de la diaspora. On voit que finalement, la diaspora politique, entre guillemets, qui est dominée par l'opposition, il faut le dire, notamment des courants des familles de l'opposition, est assez active à Paris, mais dans une cacophonie, en fait, dont on a du mal, et notamment les Congolais, à suivre. Vous, au niveau du SAC, comment vous vous situez aujourd'hui dans le paysage politique congolais au sein de la diaspora? Alors, comment on se situe? Bon, sincèrement, c'est une question très géographique. Et j'ai du mal un peu dans les situations géographiques, vous voyez. Je suis plutôt un peu national. Mais bon, s'il faut parler de situation géographique... On est bien obligé de vous situer quelque part. Au niveau de la diaspora, bon, nous, au sein du cercle, on a des objectifs. On a une stratégie et on essaie de se tenir à cette stratégie. Et dans l'espoir d'atteindre ces objectifs. Oui, mais pardon, parce que aussi, on ne vous voit pas dans toutes les manifs, parce que les manifs, aujourd'hui à Paris, il y en a. Quasiment toutes les semaines, tous les week-ends, il y a des manifs. Des gens plus ou moins grandes, mais il y a des manifs, mais on ne vous voit pas vraiment, en fait. Ou sinon, si vous êtes, mais en toute discrétion. Écoutez, vous savez, le cercle est une organisation. Donc, moi, pour l'instant, c'est moi le président du cercle. Il n'est pas nécessaire, si vous savez, j'ai un travail qui est très prenant, oui. Qui exige beaucoup de concentration et qui ne me laisse pas beaucoup de temps toujours pour être, chaque fois qu'il y a une manifestation, pour être présent. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours un membre du cercle qui nous représente. Il y a, soit c'est M. Jess Djamongwanzi, soit c'est François Messengue. Il y a toujours un membre du cercle qui est présent. Comment le cercle, on va toujours parler de positionnement, comment le cercle se positionne-t-il par rapport à la question liée au dialogue politique congolais? Est-ce que vous pensez que cela est-il nécessaire, d'autant plus que le président a annoncé finalement que cette constitution sera améliorée? Il n'a pas parlé de changement, il n'a pas parlé de révision, mais il a parlé d'amélioration, qu'il y a des points peut-être améliorés. Vous vous situez comment dans ce débat sur le dialogue? Le dialogue est demandé donc par l'opposition sur un point bien précis. Alors le pouvoir, moi déjà, le 5 mars sur ma page Facebook, j'avais déjà anticipé le fait que le pouvoir allait accepter ces dialogues en y incorporant la question du changement des institutions. Ce qui a été fait. Donc moi je pense qu'on se dirige tout droit dans un dialogue de sourds parce que vous savez en matière de politique, la prospection est importante. Il faut savoir à partir de certains éléments qu'on dispose dans le présent, pouvoir anticiper l'avenir. Il ne faut pas toujours réagir à ce que l'adversaire fait. Il faut toujours, c'est comme dans un jeu de damier, l'adversaire peut vous donner 2 pions, 3 pions que vous allez manger, comme on disait chez nous au pays, oui. Et après, lui, il vous mange au moins 7 pions. Voilà. Et après, vous êtes surpris, vous dites, mais je croyais. Moi, je pense que pour répondre directement à votre question, la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas le dialogue.
La vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous disposons comme force pour empêcher un référendum au Congo? C'est ça la vraie question. Donc, ce qui signifie que les hommes et les femmes constitués aujourd'hui au sein du FROCAT, donc ce front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance en 2016, ils se trompent en fait. Bon, je ne sais pas s'ils se trompent, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il faut connaître les hommes. Il faut connaître les hommes. Ça fait quand même, on est tous des Congolais. Il faut connaître l'homme Denis Sassou Nguesso, il faut connaître son parcours, il faut connaître son profil. L'homme Denis Sassou Nguesso, c'est un militaire de formation, donc il ne connaît que le rapport des forces. Lorsqu'en 90, à l'issue de la conférence, en 92, à l'issue de la conférence nationale, l'homme Denis Sassou Nguesso a constaté que, objectivement, que le rapport de force lui était défavorable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Donc, aussi longtemps qu'on ne travaille pas pour créer un rapport de force conséquent, il peut y avoir un dialogue au Congo, l'homme Denis Sassou Nguesso va l'emporter. Parce que lui, il sait qu'il a des éléments dans son jeu, hein, il a les forces de sécurité, il a un pouvoir de corruption très important, donc il sait qu'il a une marge de manœuvre. Alors, l'opposition sait que chaque fois qu'il y a eu un dialogue au Congo, l'opposition s'est toujours fait avoir. En 2009, il y avait un dialogue sur les listes électorales et autres. L'opposition s'est fait avoir. Le dialogue à Evo, l'opposition s'est fait avoir. Le dialogue à Dolisie, l'opposition s'est fait avoir. Alors, qu'est-ce qui a évolué entre-temps dans le rapport des forces pour faire que l'opposition puisse avoir gain de cause? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Cela signifie pour vous que ceux qui sont engagés aujourd'hui en faveur de ce dialogue, M. Ndion, Miarassa et bien d'autres, se trompent. Non, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais qu'ils ont une lecture des faits qui est la leur, certainement sur des éléments qui sont les leurs, mais moi, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'on ne vous reprochera pas à ce moment-là de parler de Paris comme ils le disent? En fait, vous parlez de Paris, vous ne connaissez pas la réalité du terrain. Bah, ils auront certainement raison de le dire, mais est-ce une raison valable pour ne pas prendre en compte ce que nous disons? Alors, prendre en compte ce que vous dites aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils Voilà, c'est ça. entendront. C'est-à-dire que moi, cet argument, je trouve ça extraordinaire. Oui. C'est comme si nous qui sommes en France, on doit se taire, on doit rien faire, et eux, alors, ils auraient une sorte de science infuse du fait de la seule circonstance d'être au Congo vous confère une sorte de compréhension extraordinaire et extra-lucide des situations. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je pense qu'il faut rester modeste et humble. Moi, je n'ai pas la prétention que mon analyse est la meilleure ou même la plus extraordinaire. Mais tout ce que je demande, c'est qu'on prenne le soin d'écouter, d'approfondir ce que les uns et les autres disent. Et moi, je vous dis que c'est que leur position, ils tiennent cette position certainement de certains faits, de certains éléments, mais qui nous expliquent lesquels. Alors, moi, je vous dis une analyse que je dis en vous donnant pourquoi je le dis. Je le dis pourquoi? Parce que l'expérience, l'histoire nous enseigne que depuis 2009, tous les dialogues que l'opposition a réclamés et obtenus n'est jamais allé jusqu'au bout des doléances de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui fonde l'espérance de l'opposition pour qu'aujourd'hui elle croit qu'elle aura gain de cause? Qu'est-ce qui a évolué en temps? Donc, moi, j'ai des éléments que je mets en avant, que eux aussi qui nous mettent des éléments en avant sur lesquels eux ils pensent qu'ils vont avoir gain de cause. Alors aujourd'hui, Brice Nzamba, quelles peuvent être les passerelles? Parce qu'on voit très bien, nous qui rencontrons ces hommes et ces femmes politiques, on se rend bien compte que finalement, la diaspora politique, bien sûr, et le milieu politique congolais, notamment lié à l'opposition, il y manque peut-être des passerelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels vous vous retrouvez dans ce combat qui est en soi commun? Bah, écoutez, les passerelles, à mon avis, il y a eu des passerelles à une époque. Je pense que moi, de mon jeune parcours politique au sein de la diaspora, il me souvient qu'en 2009, il y a eu une organisation qui avait été montée ici à Paris, qui devait travailler de concert avec l'opposition à l'époque sur la question d'élection présidentielle qui pointait à l'horizon. Donc l'opposition était arrivée ici, il y a eu même un meeting qui avait été organisé à Charenton, et il y a un certain nombre d'engagements qui a été pris par l'opposition, et nous ici, on s'était engagés à les soutenir et à les aider pour que ces engagements soient appliqués. On a constaté juste après que ces engagements n'ont jamais été respectés, et que par conséquent, nous, on était juste là pour la forme. Voilà, donc je pense que les passerelles ont existé à une certaine époque, peut-être existent encore avec certaines structures de la diaspora. Oui. Les gens ont leur liberté. Et je pense que nous menons tous un combat qui est celui de l'alternance, c'est certain.
Mais je pense que tous, on n'a pas les mêmes exigences. C'est-à-dire qu'il y a certains peut-être qui peuvent s'accommoder de certains écarts et d'autres non. Moi, je fais partie des gens qui essaient, dans la mesure du possible, d'être assez rigoureux. C'est-à-dire que quand je sens que il n'y a pas beaucoup de cohérence et qu'il y a des signes, des éléments extérieurs qui montrent que ça n'ira pas bien loin, je préfère mettre mon énergie au service d'un élan que j'espère, à partir d'éléments objectifs que j'ai, qu'il y a peut-être des chances qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est ça. Je dis ça pourquoi ? Parce que l'opposition sur le terrain a l'avantage d'être sur le terrain. Bon, nous, on a aussi l'avantage d'être ici parce qu'il y a aussi des avantages d'être ici. Ça aurait été très intelligent qu'on soit en osmose et en symbiose. Mais pour ça, il faut être sincère. Il faut être sincère. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rencontre, qu'on se parle, qu'on mette en place un plan et que chacun soit sincère dans le rôle qu'il doit jouer et le jouer comme il faut jusqu'au bout en respectant la musique qu'on a tous mis en place. Mais quand on se met en place et qu'on prépare quelque chose et que les gens vont faire ce qu'ils veulent, je suis désolé, on n'est pas là pour être la cinquième roue de la carrosse. Voilà. Pour terminer cet entretien, Brice Namba, les gens vont me dire, voilà, les Congolais, ils parlent beaucoup. Ils organisent, surtout ceux qui sont à Paris, ils parlent beaucoup, ils connaissent tout, ils font beaucoup de choses, ils organisent beaucoup de choses. La question, c'est de savoir, qu'est-ce qui va sortir ? Les gens se disent, voilà, il faut une conférence encore, c'est très bien. Qu'est-ce qui sortira de cette conférence ? À la fin, on aura quoi concrètement par rapport au débat politique actuel ? Oui, ça c'est une question tout à fait normale parce que, vous savez, on n'a pas du temps à perdre. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi j'exerce une profession qui est très exigeante. Donc si je consacre mon temps à quelque chose, il faut que ça porte des fruits. Donc s'il n'y a pas de fruits, ce n'est pas intéressant, je préfère me consacrer à mon travail. Donc ce que nous organisons, c'est un début. C'est un début d'un processus qui va aller crescendo. C'est-à-dire que la première étape juste après, c'est de dynamiser le front de refus du référendum. Voilà, donc c'est de dynamiser, de mettre en place une plateforme, donc un front de refus du référendum. Donc nous ne sommes plus au stade du dialogue. Pour nous, aujourd'hui, il faut s'organiser pour qu'il n'y ait pas de référendum. Voilà, parce que nous savons que le projet du PCT, c'est ça. Le dialogue, c'est juste pour la forme. Et après, quand ils ne vont pas s'entendre avec leur dialogue, M. Denis Sassou Nguesso va venir sur ses grands chevaux pour dire je demande au peuple de trancher. Donc, nous, on anticipe. Voilà, on anticipe, on va déjà préparer un front de refus du référendum et par la suite, il y aura d'autres actions qu'on va mener, mais pas dans le strict incantatoire. Voilà, même la conférence que nous organisons participe à une action de lobbying. C'est au-delà de la conférence. Ce n'est pas que la circonstance d'être là et de parler. Voilà, c'est la circonstance d'être là où ça va se passer, avec des amis qui nous soutiennent dans une direction que nous avions déterminée et que ces amis-là sont prêts à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, moi, je demande aux Congolais, ceux qui veulent de l'action, mais de l'action organisée et intelligente, de nous rejoindre et chacun aura sa place. Et aujourd'hui, nous sommes prêts pour un rassemblement. Mais un rassemblement dans la qualité, mais pas dans la quantité nécessairement. Voilà. Oui, Sinamba, merci. Merci, monsieur Makosso. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nokoku Mungakoso pour les images. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui dans ce projet. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.